L'idée de photographier des intérieurs a été dans le fond un acte de désespoir. J'habitais à l'époque un petit appartement et j'ai commencé à photographier la salle de bain, la chambre à coucher, la cuisine. Et ça a pris de plus en plus d'ampleur. Je me suis mis à photographier dans les maisons de mes oncles, de mes tantes et chez les parents de mes amis. Si j'ai appelé la série intérieur, c'est parce que je ne voulais pas dire photo d'appartement, photo de chambre à coucher, photo de salle de bain. Oder Schlafzimmerfoto oder Badezimmerfoto nennen wollte, sondern ich habe damals Je cherchais un mot que je n'ai pas trouvé en allemand pour définir un concept général. Je ne sais d'ailleurs même pas si intérieur est le terme exact. J'aimais ce mot parce que intérieur veut dire dedans, dans n'importe quoi. Sur ces deux contacts, c'est un même coin de pièce qui est représenté, mais l'angle de prise de vue et le cadre sont différents. Ici, c'est encore trop confus. Une partie de la fenêtre est gommée par la lumière, je dirais simplement mal éclairée. On montre trop de choses, et cela donne une impression d'agitation. J'ai enlevé un des trois coussins et j'ai cherché à composer un arrière-plan plus calme. J'ai rendu l'image plus paisible. Avec la série des intérieurs, j'étais persuadé que la photographie reproduisait la réalité. Je photographiais la situation telle que je la trouvais. En plus de ces intérieurs, je désirais photographier les façades des maisons, l'extérieur, avec un avant-plan simple, de préférence sans relief, puis la façade elle-même. Et rien, si possible, entre cet avant-plan et la façade. Pas de buissons, d'arbres ou de choses dérangeantes. Le tout sur un fond de ciel neutre. Je prends l'exemple de cette maison photographiée de face. Il y avait un arbre devant la fenêtre et à côté de la maison, un panneau indicateur. Une des lucarnes du toit était entr'ouverte. Tout cela perturbait la symétrie de l'image. J'ai alors décidé pour la première fois de retoucher mes photos avec un ordinateur. J'ai fait supprimer l'arbre, j'ai fait disparaître le panneau et j'ai aussi modifié la lucarne qui se trouve sur le toit. J'ai ainsi obtenu une belle image, claire et symétrique. J'ai remarqué que les photos n'étaient pas nécessairement des répliques de la réalité, mais qu'il existait peut-être une réalité arrangée, une réalité différente de l'image. En vérité, j'étais plus captivé par l'image que par le réel. Les formats de mes photos dépendent toujours du sujet que je photographie, alors que les formats des négatifs suivent des normes industrielles. Lorsque la taille du négatif ne correspond pas au sujet, je recadre la photo pour en modifier les dimensions. J'adapte toujours le cadre au sujet de mes photos. Les photos de nuit que j'ai faites ici l'ont été avec un amplificateur de lumière, un appareil qui permet de voir la nuit, même s'il n'y a que les étoiles dans le ciel et que l'obscurité est presque totale. Quand je regarde à travers cet appareil, je ne vois d'abord qu'une image verte. Puis, je discerne une maison, une fenêtre, un lampadaire, un chemin.
Mais j'interprète l'image que je vois parce que j'ai la notion de la forme d'une maison, ce qui me laisse supposer que l'apparition verte que je vois maintenant est une maison. Normalement, dès que la nuit tombe, on ne peut rien voir dehors. Mais lorsqu'on regarde une fenêtre éclairée, on voit tout ce qui s'y passe derrière. Ici, c'est exactement l'inverse. Il y a tant de lumière qui provient de la fenêtre que le film est quasiment brûlé. Tout est inondé de blanc. On peut juste imaginer ce qui se passe de l'autre côté de cette fenêtre. Cela rend l'image très mystérieuse. J'ai vu ces images vertes pour la première fois à la télévision pendant la guerre du Golfe. Il y avait un tank qui traversait le désert et un soldat qui retrouvait son chemin grâce à cet appareil de vision nocturne. Et ces images vertes symbolisaient pour moi le voyeurisme occidental face aux guerres et aux catastrophes. Je suis alors sorti et j'ai déclaré Düsseldorf territoire de guerre. J'ai marché à travers la ville avec cet appareil de vision nocturne parce que je voulais savoir à quoi ressemble une grande ville occidentale dans cette lumière verte. Dans les années 1980, j'ai commencé à faire des portraits. C'était encore l'époque de l'art minimal des années 70, mais le portrait, dans le fond, avait véritablement disparu de l'art contemporain. Moi, à vrai dire, j'avais envie de faire des portraits à la manière neutre et dépouillée de mes photos d'intérieur. Je suis parti du principe qu'une photo ne peut rien révéler de la personnalité, que la photographie ne fait que reproduire la surface des choses sans jamais pouvoir en saisir le contenu. La séance de pose dure tout juste 5 minutes. Elle se déroule souvent tôt dans l'après-midi parce que le matin ne se prête pas au portrait. La personne prend place sur la chaise, face à l'appareil photo. Je passe derrière l'appareil, sous le voile noir, et je fais les réglages techniques. Puis, on commence. En règle générale, les gens regardent droit dans l'appareil. Je modifie à peine leur position, je peux leur dire le menton plus haut, un peu plus bas, regarder un peu à gauche, un peu à droite. Ensuite, je commence les prises de vue. Je leur demande de me regarder avec beaucoup d'assurance. En règle générale, pendant les 5 premières prises, je n'ai même pas besoin de mettre un film dans l'appareil, parce que la personne est encore non pas angoissée, mais déconcentrée. Les flashs se mettent tout juste à crépiter, c'est une situation nouvelle. La bonne photo se trouve parmi les 5 prises suivantes. Finalement, je dirais que mes photographies ont relativement peu à voir avec la personne photographiée. Je dirais qu'il est très difficile d'interpréter les portraits que je fais. Quel âge a cette personne? Quelle profession exerce-t-elle? Qui est sa mère, son père? Combien de frères et de sœurs a-t-elle? C'est vraiment absurde de demander à une photographie de livrer toutes ces informations. J'ai refusé de faire un travail de type sociologique, de donner des interprétations de la personnalité ou de faire un genre de photographie qui informe sur la personnalité. En vérité, je n'ai effectivement capté que l'apparence de la personne. Le sens de ce que j'ai appelé les autres portraits prouve combien les manipulations sont à l'ordre du jour. L'idée de cette série,
Les autres portraits m'est venu relativement tôt, vers 1992, je crois. Mais à l'époque, je ne savais pas comment les faire. J'ai pensé à des portraits robots, des sortes de non-portraits, sans savoir comment les réaliser. J'ai appris avec le temps à fabriquer ce genre d'images. J'ai trouvé une unité de montage de type Minolta, utilisée par la police pendant les années 70 pour réaliser des portraits robots. Et j'ai constaté qu'avec cet appareil, il est toujours préférable de ne superposer que 2 visages. Quand on en superpose plus de 2, l'image devient indéfinissable, floue. On ne reconnaît presque plus rien. Mais je ne peux pas décider à l'avance si c'est le bon dosage. Je dois réellement tout expérimenter. Toutes les informations que nous recevons ou toutes les images que nous voyons sont des images préfabriquées, transmises en partie par des machines, produites par des machines ou par des hommes au service d'opinion ou d'idéologie. Chacun a le sentiment de pouvoir comprendre la photographie et de pouvoir la juger. Walter Benjamin disait « Celui qui n'apprend pas à déchiffrer les photographies sera l'analphabète du futur. » Les gens ne savent plus faire la différence entre le vrai et le faux. Ils prennent les images comme elles sont et ne se posent aucune question. Ils se laissent mener par le bout du nez.